Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous faire l'amitié de nous accorder cet entretien pour l'émission Franc-Parler de la chaîne Reprenons le contrôle. Nous sommes début septembre, c'est la rentrée. Nous allons parler de l'actualité et aussi de ce qui fait votre sujet de prédilection, la justice, dans sa globalité. Alors vous êtes une figure bien connue du milieu souverainiste. Vous êtes avocat honoraire, spécialiste de droit public, ancien enseignant, je crois, de droit. Vous êtes également un ancien membre et un ancien cadre du Parti communiste français, où vous occupiez, je crois, un poste aux affaires extérieures, si je puis Tout à dire. fait. Vous avez été également auteur à causeur, auteur à la revue Front Populaire. Vous tenez un blog fourni qui s'appelle Vue du droit, dans lequel vous exprimez vos opinions sur toutes les affaires politiques, géopolitiques et évidemment judiciaires. Et vous êtes également très présent sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, où vous êtes assez suivi et souvent commenté, relayé, critiqué, etc. Insulté. Insulté, sans doute. Également, c'est le lot des célébrités, on va dire. Oh là. Enfin, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, évidemment, et surtout le dernier, dont nous parlerons, qui s'intitule Une justice politique, des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Donc, qui synthétise en quelque sorte votre critique du système judiciaire aujourd'hui, mis au service en quelque sorte d'une classe politique déconnectée de la souveraineté populaire, si je synthétise, mais vous nous l'expliquerez plus en détail, évidemment. Alors, bien entendu, là, nous sommes à la rentrée. Nous allons commencer tout de suite par un petit commentaire sur l'actualité. Nous sommes le 10 septembre au moment où nous enregistrons cet entretien. Il y a 2 jours, le gouvernement Bayrou s'est fait évincer. Il a été remplacé aujourd'hui même par Sébastien Lecornu. On ne sait pas très bien ce que tout ça va donner. Peut-être qu'il sera censuré rapidement lui-même. Macron procédera-t-il à une dissolution? On ne sait pas. Il ne paraît pas bien décidé pour le faire en tout cas. Mais on sent bien que là, le système macroniste est au bout du rouleau. Il est dans une sorte d'impasse. Et je voulais savoir ce que ça vous suggérait, vous, justement, de la situation. Comment l'évaluez-vous? Catastrophique. Mon malheureux pays est dans une situation accablante, une situation économique, politique, institutionnelle, qui relève d'une forme de dislocation. Le principal responsable, mais pas le seul bien évidemment, le principal responsable du pourrissement de cette situation est bien évidemment Emmanuel Macron. Alors, je n'entends pas le pointer lui seul ou surestimer ses capacités, mais je pense que c'est l'opération Macron qui montre ses limites, qui montre son échec. Alors attention, hein, je suis de ceux qui considèrent que c'est un échec, mais il y en a qui considèrent que ça n'est pas un échec. Et que le mandat qui était confié à Emmanuel Macron par ceux qui ont élaboré le plan de son arrivée au pouvoir a été rempli. Ce mandat a été rempli, c'est le fondé de pouvoir de l'oligarchie, d'une partie de la haute fonction publique, essentiellement socialiste, et donc sa feuille de route disent cela, c'est pas tout à fait ma position, sa feuille de route disent cela, était la destruction de ce pays. J'ai un ami avec lequel je discutais de ça, qui a bien connu les cercles chiraciens, travaillé à l'Élysée, qui m'avait présenté Olivier Marleix d'ailleurs, avec lequel j'avais travaillé un peu, et qui m'a dit « Mais attendez, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, Macron est là pour détruire. Il est là pour détruire, donc c'est bien ce qui lui a été demandé. Je ne sais pas, j'ai plutôt tendance à considérer que face à l'échec de la fausse alternance, celle que décrivait Philippe Séguin en disant ce sont 2 épiciers qui se fournissent chez le même grossiste. Ce modèle est arrivé, je veux dire, au bout en 2014, au moment des élections européennes, où le Front National à l'époque, je crois bien, a fait quelque chose comme 25, 26, 27, je ne sais plus, mais il était très haut, et on a eu la certitude qu'il serait au 2e tour en 2017. Sarkozy a été battu en 2012, c'est pas François Hollande qui a été élu, il faut être sérieux.
c'est pas cette limace politique qui a soulevé l'enthousiasme des foules. Il fallait battre Nicolas Sarkozy. Au bout de 2 ans, on a compris à qui on avait affaire. La catastrophe de cette présidence Hollande, et Hollande, il n'a même pas pu se représenter, il a été, c'est une expression d'Emmanuel Todd, mais que je reprends à mon compte, il a été comme vomi par le pays. Bien, donc, on s'est posé la question, dans les cercles dirigeants, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver une solution. Alors, je parle bien de la façon dont je perçois ce qui s'est produit, dont je perçois la mise en œuvre du plan. Ce n'est pas un complot. Il n'y a pas une petite cellule qui s'est réunie, mais je trouve que c'est relativement parallèle aux discussions qui devaient animer les directeurs au moment du directoire, quand ils savaient très bien qu'il fallait trouver une solution et qui disaient « nous cherchons une épée ». Alors ils ont hésité, peut-être Moreau, mais ça, finalement c'est tombé sur Bonaparte qui a su saisir la perche quand elle était tendue. Donc il y avait un plan et une volonté de trouver une solution. Je ne sais pas si on se rappelle qu'il avait été question à un moment que ce soit Alain Juppé. Il y avait eu une belle une de Libé, le retour du senior, ou je ne sais plus quoi, une phrase comme ça. Bon, le loser intégral a vite montré ses limites. Emmanuel Macron, qui lui était poussé par un certain nombre d'intérêts et qui avait sa propre ambition, il a à ce moment-là laissé courir l'idée que si c'était Alain Juppé, il pouvait être le Premier ministre, avant de montrer que ce qu'il voulait, c'était être président. Il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une marionnette, dans la mise en œuvre de ce plan. Bien, donc, se réalise en France en 2017 un coup d'État. Il faudra que les historiens se penchent en détail sur la façon dont ça s'est passé, et je dois reconnaître que moi, j'ai un peu changé d'avis. J'ai d'abord limité le coup d'État à sa partie judiciaire. J'ai dit, voilà, la justice est intervenue pour créer les conditions de l'installation à l'Élysée d'un parfait inconnu. Je pense que l'opération partait de plus loin. Je pense que l'opération partait de plus loin. C'est mon opinion d'aujourd'hui. Mais à l'époque, dans la mesure où j'ai assisté un peu aux premières loges, c'est ma sphère d'intérêt, la justice, je connais les protagonistes, je sais comment ils travaillent, je connais leur psychologie, je connais les individus, j'en connais même pas mal, et effectivement, il y a eu une opération. Je la rappelle d'ailleurs, cette opération, je crois que c'est important, avant de comprendre le moment que nous traversons. La primaire de la droite se déroule et beaucoup pensent que Nicolas Sarkozy va pouvoir être désigné par la primaire de la droite. Et à ce moment-là, on se prépare, la justice se prépare, les journaux se préparent, l'Élysée se prépare, Bercy se prépare pour lui régler son compte judiciairement à ce moment-là, pour lancer une opération visant à permettre à Emmanuel Macron, qui est déjà déclaré candidat, surprise, c'est François Fillon. Alors à ce moment-là, il a fallu vite trouver les solutions permettant de monter une opération. Alors qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont changé de cible. Ils ont changé de cible, mais pour poursuivre le même objectif. Donc, et à ce moment-là, grâce à ceux qui se réunissent à Bercy, grâce, j'accuse personne, mais enfin, il faut savoir que la responsable juridique de l'Élysée arrivait en droite ligne du parquet national financier, quelques semaines auparavant, voyez-vous. Bon, donc on se prépare, on obtient la comptabilité de l'Assemblée nationale et on constate qu'il a fait comme 90% des parlementaires depuis 50 ans, il a utilisé des membres de sa famille comme attachés parlementaires, avec des charges de travail relatives, pour le moins. Bon, c'est pas pour autant que c'est justifiable, parce que les autres le faisaient, mais il n'empêche quand même qu'on se sert de ça et qu'on monte un dossier. Là,
je ne vais là non plus pas donner de nom, hein, quelqu'un qui est à l'Élysée, rassemble ce dossier et va taper à quelques portes, et en particulier à celle du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné dira après « Ah, mais pas du tout, on avait enquêté et tout, c'est une blague ». Le Canard enchaîné, on voit bien ce qu'il est devenu aujourd'hui d'ailleurs, et c'était déjà commencé. Bien, donc, le dossier est remis, le Canard enchaîné se prépare, le mardi soir, le journal du lendemain est dans les rédactions, le lendemain, il est dans les kiosques, 7h30, 8h, à 11h, le parquet national financier, l'ouverture d'une enquête préliminaire en dehors d'un flagrant délit, hein, sur la base d'une information de la presse, l'enquête préliminaire est ouverte. C'est l'enquête préliminaire la plus fulgurante de l'histoire de la justice française. Donc, commence l'affaire Fillon, et avec tout le développement dont j'ai parlé dans mon livre, j'accompagne ça de toute une série d'articles au fur et à mesure, et 47 jours plus tard, François Fillon, qui fera toutes les conneries possibles, hein, toutes, il n'en manquera pas une, hein, son avocat, qui est aussi bon avocat que son père et soi-disant philosophe, va se précipiter pour voir Madame Éliane Houlette, la patronne du PNF, en disant « Mais non, tenez, je vous donne des documents, il n'a rien fait », jouant immédiatement la connivence. Vous voyez, la connivence, chacun sait que la connivence avec le juge, c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Bon, pas grave, c'est leurs affaires. Donc, 47 jours plus tard, une mise en examen est effectuée, alors que au journal de 20h, François Fillon avait dit « Si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas, qu'à cela ne tienne ». On est passé à ce moment-là de l'enquête préliminaire à l'information judiciaire. On a confié ça aux spécialistes des affaires dirigées contre le parti LR, Nicolas Sarkozy en particulier, et François Fillon a été mis en examen. En janvier, avant que l'affaire se déclenche, il est à 24 ou 25% dans les sondages, et Emmanuel Macron est à 16%. Le jour du premier tour, je ne me rappelle plus la date exacte, l'inversion a eu lieu. Fillon doit descendre à 22, 23 et Macron est à 24, 25, mais dès lors qu'il est au deuxième tour, boulevard, tapis rouge, il va être élu président de la République, ce que chacun savait et ce qui était le plan. Bon, donc ça démarre comme ça. Je suis désolé, mais c'est un coup d'État. Ça ne peut pas être qualifié d'autre chose qu'un coup d'État. Pardonnez-moi, mais oui. Y a-t-il d'autres voix que vous qui se sont élevées contre ce procédé? En parallèle, où ça s'est déroulé? Non. Non, mais si vous voulez, j'étais un des seuls à le dire. Alors, je ne prêchais pas dans le désert, parce que il y en avait d'autres qui le voyaient, il y en avait d'autres qui le disaient. En tout cas, au point de vue médiatique, ça s'est vu de façon assez effroyable. C'est-à-dire que tout le monde, effectivement, a pu assister au catapultage, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron, avec une quantité de unes et d'articles dithyrambiques à son sujet, de telle sorte qu'il était impossible pour quelqu'un de bien de ne pas vouloir voter pour Emmanuel Macron, en quelque sorte. Alors, là, je vous parle de la partie judiciaire que j'accompagne à ce moment-là. Et quand je vous dis que j'ai changé d'avis, c'est parce que depuis, j'ai lu le livre de Stem Hélène, Opération Macron, j'ai discuté avec des journalistes qui connaissaient bien tout ça, et puis j'ai appris, de la bouche de ceux qui avaient travaillé dessus, j'ai appris ce qu'ont été les opérations financières. L'affaire Alstom en particulier. Comment, après que Arnaud Montebourg ait quitté, sans faire d'histoire, je rappelle, alors on dit « Ah, tu critiques Montebourg alors qu'il est souverainiste, je veux bien, mais il n'a pas été d'un courage extraordinaire, il a donné l'accolade à Macron quand Macron a été nommé à sa place, hein, à Bercy, et une des premières choses que Macron a fait, ça a été de liquider l'affaire Alstom, avec ce que m'a expliqué Olivier Marleix, 600 millions d'euros payés par Alstom à tout un tas de gens qui en ont largement profité, et
dont on prétend, j'en sais rien, hein, là, je ne vais pas les éléments de fond suffisants, que c'était le trésor de guerre qui a permis l'opération. En tout cas, il y a eu des centaines de millions d'honoraires à des cabinets, à des avocats, etc., qu'on a tous retrouvés dans les équipes, et en particulier, je pense à McKinsey, qui a envoyé dans les équipes de Macron des salariés de McKinsey qui ont été mis gracieusement et bénévolement à la disposition d'Emmanuel Macron et de sa campagne. Et lorsqu'ils ont, parce que ça vivote, il y a quelques petites enquêtes qui ont lieu en ce moment, parce que il faut un peu donner de grain à moudre à l'opinion, c'est tellement évident. Il y a eu des interrogatoires de ces salariés de McKinsey qui ont dit oui, nos rémunérations auraient dû être réintégrées au compte de campagne. Hein, ce qui aurait été amusant. Parce qu'effectivement, vous savez que si vous avez des dons interdits de cette nature, que vous dépassez les plafonds, ce qui est arrivé à Sarkozy, non seulement votre compte est rejeté, alors vous pouvez être condamné au plan pénal après, hein, mais votre compte est rejeté et on ne vous rembourse pas vos frais. Hein. Bon, on n'aura pas le temps, mais j'aurais pu raconter aussi ce qui s'était passé avec la campagne de François Hollande. Bien, donc cette opération a lieu, c'est une mise à mort politique de François Fillon et c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, effectivement, il y a eu tout un travail médiatique, mais colossal, qui a été fait, le travail financier et, cerise sur le gâteau, le complot judiciaire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, sur le plan judiciaire, sont intervenus? Assez peu. Bon, moi, j'ai une parole assez libre. J'ai peut-être un mérite que je vais m'auto-attribuer, c'est que je travaille quand même un peu. Et que lorsque j'avance un certain nombre de choses, que je pointe les dates, que je rappelle les principes, que je démontre les fautes de procédure, il faut me réfuter. Mais pour ça, il faut travailler. Donc, c'est une hypothèse que je retiens en disant, bon, effectivement, laissons-le brailler dans son coin, on continuera à faire ce qu'on a à faire. Et puis parce que je n'ai pas une importance tout à fait, une importance considérable. Alors, voilà donc pour ce qui concerne l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'était difficile de s'y opposer aussi. C'était difficile de s'y opposer. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et ça nous renvoie, si vous voulez, au sujet général de notre entretien d'aujourd'hui, c'est la situation de la justice, c'est que l'appareil judiciaire a soutenu l'opération bec et ongle. Sous les yeux, ils avaient une opération fulgurante, 47 jours, et je me répète, c'est la procédure aboutissant à une mise en examen la plus rapide de l'histoire de la justice française. Communiqué commun, procureur général auprès de la Cour de cassation, premier président de la Cour de cassation, parce qu'il y a des polémiques quand même, on parlait de cabinet noir, de choses comme ça, hein, disant pas du tout, tout va bien, chacun son rythme, le juge fait ce qu'il veut, etc. Il y a eu des articles et des communiqués des organisations syndicales, mais hallucinantes. Je les ai publiés dans mon livre, je dis voilà ce qu'ils disaient. Donc, et il y a eu la presse, parce que vous comprenez bien que lorsque l'enquête préliminaire se déroule, que la police se présente à l'Assemblée nationale. Vous m'entendez bien? La police se présente à l'Assemblée nationale et demande à perquisitionner le bureau de François Fillon. Il n'est pas un peu parlementaire, François Fillon? Il n'a pas une immunité, François Fillon? Mais monsieur Barthelone ouvre... pas de problème, messieurs, je vous en prie, faites comme chez vous. Hein, c'est quand même ce qui s'est passé. Et donc, il y a les premières les interrogatoires qui se produisent. Il n'y a que des magistrats hein, qui connaissent le dossier, secret de l'enquête bien sûr, et les policiers à qui ils demandent de faire un certain nombre d'investigations. 10 jours après, Le Monde publie, sélectionné, caviardé, les éléments qui seraient de nature à accabler François Fillon. Alors, ce que je voulais dire au travers de cet examen un peu détaillé
de l'opération Macron, l'opération dans sa partie judiciaire, c'est deux choses. La première chose, c'est que le rôle de la justice, d'une justice politique, a été décisif et témoigne de là où en est cette justice, qui estime désormais qu'elle a des responsabilités politiques, qu'elle a un pouvoir sur la société, qu'elle est en mesure de choisir les élus, et ce choix, elle le fait sur des bases politiques, de connivence politique, pour des raisons sociologiques, pour des raisons historiques, de connivence politique avec le pouvoir qui a été installé avec Emmanuel Macron. Alors, cet épisode initial, finalement, lorsqu'on voit où on en est 8 ans plus tard, a été le ver dans le fruit, a été le virus de cette opération, parce que c'est quand même extraordinaire. La France, il fallait se présenter 3 fois pour être élu, comme Chirac, comme Mitterrand. Il y avait un côté monarchique dans tout ça, et on nous sort un espèce de kéké, m'as-tu vu comme pas possible, que personne ne connaissait, et on nous le présente comme Mozart de la finance, je n'ai jamais entendu le concernant, mais enfin, peu importe, on nous le présente comme un brillant, et enfin, il y a quelqu'un qui va réformer. Et très rapidement, son impopularité augmente, et il y a une forme de rejet par une partie de l'opinion publique. Il y a une partie de l'opinion, et finalement, sa présidence va être chaotique. Elle va être chaotique. Alors, il va poursuivre le travail de destruction, mais elle va être chaotique. Très rapidement, on va se retrouver avec l'affaire Benalla. Après, on aura les Gilets jaunes. On aura effectivement une situation qui, politiquement, sera compliquée à gérer. Et on aura déjà à ce moment-là une dérive de ce pouvoir qui va commencer à basculer. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, où on a été confronté à une répression policière féroce et une répression judiciaire par les mêmes que ceux qui l'ont fait élire, féroce, comme on n'avait pas vu depuis la guerre d'Algérie. La situation se dégrade, politiquement on s'entend, et arrive l'élection de 2022. Alors, il a bénéficié pendant toute cette période, y compris pour la mise en place de mesures liberticides, pour parfaire la soumission de la France à l'Union européenne, pour continuer le travail de destruction de notre souveraineté. Il a bénéficié du système mis en place par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Alors je mets la responsabilité à Jacques Chirac aussi, qui a été pour le quinquennat, et ensuite il y a eu l'inversion du calendrier, ce qui fait que une Assemblée nationale n'était plus l'outil législatif dont la République française avait besoin, en partie république parlementaire, mais une équipe destinée à permettre au président récemment élu de mettre en œuvre son programme. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs a été profondément abîmée par cette inversion du calendrier et cette mécanique qui faisait que, grâce à une grosse abstention aussi, le président nouvellement élu disposait d'une majorité forte. Ça s'est passé, on a eu une Assemblée nationale grotesque, quoi. On a eu des commerçants faillis, on a eu des imbéciles, enfin c'était terrible. On a eu une tireuse de cartes qui s'est retrouvée présidente de l'Assemblée nationale un peu plus tard, etc. Mais bon, est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelait? Legendre, je crois, le président du groupe. Oui, il y a beaucoup. Oui, mais de président du groupe parlementaire macroniste, mais ça a été quand même pratique. Ça a permis de faire passer un certain nombre de textes et de gérer l'opposition politique. Permettez-moi de faire un petit bond en avant. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, en précisant bien sur l'histoire de Fillon que finalement il avait été pris la main dans le pot de confiture, mais où tout le monde mettait la main en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a été pris pour un délit qui finalement était largement répandu dans le milieu, en l'occurrence parlementaire à l'époque. Et vous avez dit quoi? Un délit? Non, c'est pas un délit. Ah, c'est pas un délit. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Alors ce n'est pas un délit, mais enfin en tout cas une faute. Une faute, tout à fait. Et on constate à la fin finalement des deux quinquennats de Macron un peu la même chose avec Marine Le Pen. Absolument. À une échelle différente, puisque c'est l'échelle de l'Union européenne, mais où finalement on lui reproche
Alors, elle a été condamnée pour ça, pas encore définitivement d'ailleurs, où on lui reproche finalement d'avoir usé un peu librement, en quelque sorte, de l'enveloppe qui lui était allouée enfin, pas seulement elle, mais le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national, pour les paiements des assistants parlementaires. Alors que finalement, M. Bayrou avait fait de même, apparemment, à l'époque où il en était, etc. Il a été relaxé, lui, attention. attention. Ah, oui. Et finalement, des choses qui se font Il est beaucoup quand dans ce des milieu-là. gentils, lui. Et on a l'impression qu'il y a quand même un parallélisme dans les deux opérations. Total. On peut parler de justice politique aussi mais pour totalement, vous allez voir. Mais vous allez voir, c'est totalement lié. C'est totalement lié. Je parlais de la fin du premier mandat. Arrive l'élection de 2022, on ne se la rappelle pas très bien. Les sondages d'avant deuxième tour sont un peu inquiétants pour Macron. Puis finalement, il passe tranquillement. Une fois de plus, intelligemment, la gauche décide de battre Macron. Et comment on va le battre? En votant pour lui, hein, comme d'habitude. Hein, et donc, on a la stratégie du castor qui fait que, finalement, il s'en tire pas mal. Le problème, c'est que la mise à jour politique, elle va se faire avec l'élection législative suivante, où c'est une majorité relative. Donc, K1, KA, ça se passe jusqu'en 2024, où là, la catastrophe politique est consommée. Elle est consommée. Les élections européennes. Oui, pardon, la catastrophe politique avec les élections européennes et les élections législatives suivantes, où si Jean-Luc Mélenchon ne lance pas de nouveau son opération Castor en pensant, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le soir du premier tour de l'Élysée 2022, comme il avait dit, élisez-moi Premier ministre. Il était catastrophé quand il était décomposé quand il a vu que ça ne marcherait pas. Donc là, il pense qu'il va pouvoir refaire le coup et il sauve Macron, il sauve le PS et il crée une situation. Alors, il n'est pas le seul à avoir une responsabilité. Le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Donc, on a une situation absolument catastrophique. On a une constitution qui est en lambeaux, parce qu'elle a été détruite au fur et à mesure. Il faut savoir que sur les 90 articles initiaux de la Constitution de 58, il en reste 30 qui n'ont pas été démolis. Hein. Donc vous en avez 60 qui ont été charcutés. Donc on a fait tout et n'importe quoi. Et on a un système institutionnel abîmé par Macron qui ne peut plus produire de politique. Il ne peut plus produire de politique au sens où l'entendait Richelieu, par exemple, qui dit l'art de la politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc, aujourd'hui, on a la pantalonnade de la désignation le gars de Savoie, là, son nom m'échappe. Barnier. Et puis ensuite, Bayrou qui est nommé parce qu'il a fait chanter Emmanuel Macron au téléphone. C'est insensé. Le Cornu aurait dû être choisi à ce moment-là. Et puis là le Cornu, non mais c'est grotesque. Et il suffit de les voir avec un président va-t-en-guerre ridicule à l'échelle du monde. Je veux dire qu'il n'a plus aucune crédibilité. Grâce au logiciel de traduction, moi je me balade tous les matins sur la presse internationale, mais il faut voir comment les uns et les autres en parlent. Pas seulement les Russes. Les Russes, ils rigolent. Mais non, mais c'est une situation effrayante. Le titre du New York Times de ce matin ou d'hier, je ne sais plus, on est le 10, oui, du 9, donc d'hier, excusez-moi, hein, je suis abonné au New York Times, c'est « La France s'effondre ». C'est quand même... C'est récurrent, ça, dans la presse américaine, ça fait quelques années maintenant que ça revient. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, je veux dire, c'est le New York Times, hein, c'est quasiment... C'est un peu le monde du monde américain, hein, le journal français, enfin, dans le passé. Donc, aujourd'hui, on a une situation qui est une situation de blocage politique et institutionnel total. Je parle pas seulement de la dimension économique, des stupidités rodomontades militaires, qui aboutissent à une forme d'escalade comment dire, de tentative de garder la main en lançant des stratégies qui n'iront nulle part. On ne peut pas faire la guerre, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'armée, on n'a pas l'argent. Non, mais c'est extraordinaire la situation dans laquelle on est. Et on a un pays qui est en train de s'effondrer. Alors,
se disloquer, je préfère cette expression-là. Alors, vous m'avez posé la question de savoir, face à ça... Est-ce que finalement on assiste de nouveau à une expression de la justice politique avec la condamnation? Totalement. Totalement. Pourquoi de Marine Il y a une clé. Il y a une clé. Seul à avoir levé le doigt, hein, mais déjà à l'époque, et maintenant à nouveau, je vais devoir rentrer dans quelques détails. Alors, la justice pénale en particulier, elle a des principes qu'elle doit respecter, et en particulier celui de l'interprétation restrictive des articles qui incriminent. Restrictive. Hein. On n'a pas le droit de l'étendre par la jurisprudence, etc. Hein. Et donc, par conséquent, ce principe, il est fondamental. Alors, qu'a fait notre chère Cour de cassation pour pouvoir mettre la main sur le pouvoir législatif? Entre autres, mais elle a trouvé une astuce. Il y avait eu une affaire qui concernait le groupe LR au Sénat. Il y a une petite dizaine d'années, on considérait que les sénateurs avaient trop dépensé d'argent, qu'ils c'était pour des affaires personnelles, etc. Et donc, se posait la question de savoir s'ils avaient pu faire ce qu'on appelle du détournement de fonds publics. Article 432-15 du Code pénal. Bien, cet article dit les agents publics, les fonctionnaires, les personnes chargées d'une mission de service public peuvent être poursuivis, enfin peuvent commettre le détournement de fonds publics, etc., si effectivement ils sont dépositaires des fonds et qu'ils l'utilisent à d'autres fins que ceux pour lesquels on leur a donné. Donc c'est une infraction qui ne concerne que les agents publics. Nous sommes d'accord, hein? Il y a dans le Code pénal un chapitre des attentats à la probité qui ne concerne que les agents publics, fonctionnaires, élus, etc. Bien. Donc, comment faire? Parce que cet article, il dit bien fonctionnaires, élus, agents publics, chargés de missions de service public, mais pas les parlementaires. Ils ne sont pas là, les parlementaires. Les parlementaires, ils ne sont pas fonctionnaires. Les parlementaires, ils ne sont pas, chargés de missions de service public. Les parlementaires, ils ne sont pas agents publics. Ils sont parlementaires. Uniquement parlementaires, ils sont parlementaires, hein, et par conséquent, c'est leur seule activité parlementaire. Hein. Bon, donc, la façon dont ils manient leur argent, c'est la responsabilité de l'Assemblée à laquelle ils appartiennent. Il y a des sanctions, il y a des procédures, etc., mais le délit de détournement de fonds publics ne s'applique pas à eux. Dixit Régis de Castelnau. Bien. Donc, si on veut que les poursuivent pour détournement de fonds publics parce qu'ils ont employé leurs femmes comme attachées parlementaires, eh bien, pour l'avenir, il faudra élaborer, voter un nouveau texte. Le droit français positif d'aujourd'hui ne permet pas de poursuivre un parlementaire pour détournement de fonds publics. Alors, comment la Cour de cassation a trouvé l'astuce pour se servir de ça? Parce qu'une fois que vous disposez du moyen de les poursuivre pour détournement de fonds publics, formidable. Dès que, ah ben oui, mais vous n'avez pas remboursé un ticket de métro, c'est du détournement de fonds publics. Ah ben tiens, vous avez acheté avec la dotation, vous avez acheté des dessous féminins friolants, donc, hein, vous voyez à quoi je fais allusion, hein, et donc vous avez détourné les fonds publics. Je veux dire, ils sont comme ça, ils sont pieds et poignets. Alors comment elle a fait la Cour de cassation? Bah, vous voulez dire par là, pour éclaircir un peu le propos, que si la Cour de cassation arrivait à s'investir de ce pouvoir-là, bah, ça serait fini de la liberté politique qui caractérise le parlementaire. Évidemment. La liberté de parole. Mais c'est fait. Mais c'est fait. Alors, sur la partie financière, hein, parce que c'est tellement facile de trouver... vous savez, vous invitez un client à déjeuner, il vient avec sa femme, il y a une jurisprudence. Le fait d'avoir payé le repas de la femme, c'est un abus de bien social. Il y a une jurisprudence. Hein, je dis ça dans mon jeune temps.
Bon. Mais à côté de ça, juste pour me faire l'avocat du diable, si je puis dire, on voit bien qu'il y a des pays, alors on dirait que c'est pas la France, mais dans un pays scandinave, je sais qu'il y a un ministre, je crois, avait démissionné parce que, ou contraint à la démission parce qu'il avait payé avec comment dire, l'argent public, je ne sais plus quel frais de taxi ou je ne sais quoi, qui était privé pour le coup, parce qu'il se rendait à l'aéroport en vacances ou quelque chose comme ça. Il a été mis en prison pour ça? Non, il a démissionné. Eh ben non. Non, il a démissionné. Eh ben non. Mais c'est justement, vous mettez le doigt. Alors oui, personne ne démissionne. C'est vrai que la situation est différente. Un parlementaire se fait piquer en train de proposer à son fils de 10 ans du hashish et de la cocaïne. Tout va bien, ça va pas plus loin. Un autre fait boire une députée pour essayer de la violer, tout va bien. Il n'a jamais démissionné, il ne démissionne pas. Plus personne ne démissionne dans ce pays. Donc, vous me parlez d'une sanction politique. Le petit Kerbrat, qui rachète de la drogue de chemsex à un môme de 14 ans dans le métro, il n'a jamais démissionné. Jamais. Oui, c'est certain qu'il y a une culture de l'honneur politique qui s'est complètement perdue en France. Non, c'est pas ça. Il n'y a plus de responsabilité politique. C'est pas une question d'honneur. Le groupe aurait dû le prendre entre quatre yeux. Mélenchon lui dit maintenant tu te dégages. Et si tu veux te représenter, ben, tu te représentes. Ce sera ton affaire, mais pas avec notre investiture. Ils sont entièrement responsables parce qu'ils sont tous mouillés quelque part. Excusez-moi, je suis un peu véhément, parce qu'au bout d'un moment... Bon, et je reviens, parce que ce dont vous me parlez sur les pays scandinaves, c'est de responsabilité politique. Là, on utilise une responsabilité pénale. Et la responsabilité politique, c'est l'opinion. C'est ceux qui votent après. Donc oui, vous avez intérêt à démissionner, parce que sinon c'est l'opprobre, sinon c'est ceci, et puis vous mettez en difficulté vos amis politiques, votre parti, etc. Donc tu dégages. Bon, fort bien, je trouve ça très bien, moral, c'est les pays protestants, c'est leur affaire, mais toujours est-il que ce n'est pas le juge qui fait ça, qui poursuit pénalement. Et comment elle a fait la Cour de cassation pour obtenir ou pour pouvoir permettre aux juridictions correctionnelles de le faire et appliquer aux parlementaires l'infraction de détournement de fonds publics. Je vous ai dit, fonctionnaire, agent public, chargé de mission de service public. Ah ouais, là, l'astuce, c'est la suivante. Le parlementaire, il a des prérogatives qui lui sont propres. Il peut aller dans les commissariats quand il veut et il peut aller visiter les prisons quand il veut. Alors ça, nous, Cour de cassation, c'est une mission de service public. Donc ils ont rattaché le parlementaire à chargé de mission de service public parce qu'il peut aller en prison quand il veut, pour examiner, puisque c'est lui qui vote les lois pénales. C'est lui, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est incroyable. Cette manipulation, c'est absolument incroyable. Et c'est ce qui est arrivé à François Fillon. Et c'est ce qui est arrivé à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, on lui a appliqué, parce que les politiques font ça tout le temps, l'opinion publique les déteste, se méfie d'eux, donc on va voter des lois pour se faire punir. Et on en rajoute, inéligible, et si, exécution provisoire. C'est une hérésie, l'exécution provisoire. C'est une violation des principes du double degré de juridiction, voyons. Enfin, on est en matière pénale. Ça a permis, vous avez vu peut-être ce qui était arrivé à la maire de Montauban. La maire de Montauban, elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Elle a été virée, exécution provisoire, exécution provisoire. Elle a été donc dû abandonner son mandat. C'était un règlement de compte local. C'est venu devant la cour d'appel de Toulouse. Elle a été relaxée. Mais elle n'était plus maire de Montauban. Donc le juge avait pu, grâce à cette imbécilité de l'inéligibilité avec exécution provisoire, mais ça, qui a voté ce texte? Ce sont bien les parlementaires eux-mêmes. Donc, dans l'affaire Marine Le Pen, donc je n'ai pas l'impression qu'elle se soit particulièrement bien battue sur cette donnée-là, cette jurisprudence. A-t-elle posé une question prioritaire de constitutionnalité? Oui, mais comme par hasard, la Cour de cassation, non, on ne va pas transmettre au Conseil constitutionnel le fait qu'on puisse poursuivre un parlementaire pour détournement de fonds publics. Moi, je dis, je prends mes responsabilités, je dis, c'est une forfaiture d'avoir mis ça en place. Et c'est le moyen pour le juge judiciaire d'avoir barre sur les parlementaires. Alors, ils sont suffisamment lâches,
suffisamment incompétents pour qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour les défendre. Bien, moi je ne défends pas spécialement François Fillon ou je ne défends pas spécialement Marine Le Pen. Je sais simplement que cette astuce juridique a permis aux juges de faire une chose extraordinaire. C'est Madame Le Pen, on va examiner ce que vous avez fait comme travail politique. Vous êtes parlementaire, hein, vous avez pris un collaborateur pour faire ceci. Ah oui, mais non, c'est pas suffisant. Vous avez fait payer votre chauffeur. Bah oui, quand vous êtes chef d'un groupe, peut-être que le chauffeur, c'est important, vous voyez ce que je veux dire, hein, sur les ressources. Donc, alors peut-être qu'il y a eu effectivement les biberons. Les biberons, c'est comme ça qu'on appelait au Parti communiste les permanents qui étaient payés par les collectivités ou des choses comme ça. Hein. Donc il y a peut-être eu des permanents du parti qui ont été payés sur les fonds du Parlement européen. Tout ça, le Parlement européen se fait rembourser, contrôle, ça je trouve ça logique. Hein. Je ne dis pas qu'on doit pouvoir faire n'importe quoi. Mais donner aux juges judiciaires français le moyen, au travers de l'activité européenne, le moyen de contrôler l'activité politique des parlementaires, je trouve que c'est une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Et c'est d'autant plus évident maintenant que lorsqu'on lit le jugement qui a donc déclaré Marine condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, je ne sais plus, enfin bon, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle est coincée tout de suite, eh bien, cette décision, il faut la lire. C'est un tract politique. Ce n'est pas une décision de justice. Vous comprenez, il faut qu'on prononce l'exécution provisoire parce qu'elle est contre l'Europe. Ce n'est pas exactement ce que ça dit, mais à peu près, quoi. C'est lunaire. Alors, profitons-en et pour embrayer en quelque sorte sur le cœur du beefsteak, qui est finalement la sociologie de la justice, l'état aussi peut-être moral et financier de la justice. Qu'est-ce qui explique matériellement et aussi, en quelque sorte, et aussi sociologiquement cette dérive? Alors, ce sont... Parce que je rappelle par exemple que la justice en France, c'est le plus bas budget de l'OCDE, c'est des chiffres hallucinants, il y a 12 milliards, je crois que le budget c'est 12 milliards d'euros par an, c'est 1,4% du budget, 0,2% du PIB, et c'est à peine 77 euros par habitant. Donc on est quand même dans un... Il y a une disproportion énorme entre le pouvoir que votre analyse leur confère, et en même temps, c'est à l'os, quoi. C'est un système qui est complètement à l'os. Alors, le problème du système français, nous, on n'a pas une Cour suprême, on en a 4. Hein, on a la Cour de cassation, dont je viens de parler, on a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Bien. Les 3 Cours suprêmes, qui ne sont pas la Cour de cassation, sont confortablement installées. Quand je dis confortablement, je ne pense pas que Mme Vallaud-Belkacem va être matériellement malheureuse hein, pour avoir intégré par un concours qui n'existait pas la Cour des comptes. Le Conseil d'État, les conseils d'État, ils vont dans les cabinets ministériels, ils reviennent, etc. C'est un certain confort aussi, même dans les tribunaux administratifs, c'est pas mal. C'est pas la misère qu'on voit dans le monde judiciaire. Le Conseil constitutionnel, n'en parlons pas. Toutes les équipes, toutes les structures, c'est le Conseil d'État qui les fournit, et le reste, ce sont les membres, enfin les pensionnaires de l'EHPAD. Donc, le problème, c'est que ce dispositif de ces 4 cours suprêmes, l'objectif qui lui a été assigné maintenant, je dirais depuis le giscardisme, hein, ça a été le début, mais maintenant de façon totalement avérée, c'est de priver le peuple français de sa souveraineté. C'est ce qu'on appelle l'état de droit. Hein, c'est-à-dire qu'on étend leur sphère d'intervention, on les y laisse faire ce qu'ils veulent. On voit le Conseil constitutionnel. Le Parlement français n'est plus le Parlement normal. Tout se décide au Conseil constitutionnel. Vous pourriez parler de coup d'État, de l'état de droit? Non, je dis simplement que la destruction de la souveraineté française, elle part de loin, vous le savez. Il y a le système de l'Union européenne, c'est-à-dire tout un tas de compétences qui relevaient auparavant
de la souveraineté populaire, de l'expression populaire, qui sont ossifiés dans des traités à valeur constitutionnelle, qui imposent des règles auxquelles, économiques par exemple, il n'est pas possible de déroger, et dans le fonctionnement même du droit interne, on donne à ces gardes-chiourmes la mission de bien veiller à ce que ce soit ces normes-là qui soient appliquées. Bon, je reviens au judiciaire et à la question que vous avez posée. Donc, il y a deux problèmes aujourd'hui qui s'articulent et qui se nourrissent d'une certaine façon, qui se nourrissent l'un l'autre. D'abord, il y a ce que vous avez décrit, qui est la honteuse catastrophe matérielle. La honteuse catastrophe matérielle, c'est-à-dire que le budget de la justice, et depuis fort longtemps, est scandaleusement bas. Scandaleusement bas. Il y a un garde des Sceaux qui avait compris ça et puis qui est monté à l'assaut, mais il a été là peu de temps, c'était Urvoas, le gars qui avait... Et oui, il n'avait pas... Il s'était battu un petit peu, mais bon, il est resté 1 an, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et donc, à la fin du mandat de François Hollande, et donc... à Bercy, ils ne veulent rien entendre. C'est grotesque. C'est grotesque et ça s'aggrave. Et ça s'aggrave. Actuellement, il y a de moins en moins de moyens. Quand vous voyez les délais, quand vous voyez la façon dont ça se déroule, les matériels qui sont là, c'est effarant. C'est absolument terrifiant. Alors, je vais dire pourquoi la situation actuelle de la magistrature vient aggraver tout ça. Donc, cette justice n'a absolument plus les moyens d'être l'outil de régulation juridique qu'elle doit être dans une société développée comme la société française. Donc, on débouche sur des dénis de justice. Quand vous pensez que M. Dupond-Moretti a produit une circulaire disant au parquet toutes les affaires, les enquêtes où vous n'avez pas fait le boulot, hein, il ne disait pas ça comme ça, mais qui n'ont pas eu d'acte depuis 3 ou 4 ans, vous les déstockez, c'est-à-dire classement sans suite. Vous imaginez tous les gens qui ont déposé des plaintes, qui suivent ça, qui ont été brutalisés, qui ont été violentés, qui ont été volés, les personnes âgées qui ont un peu du mal à se retrouver dans ces univers-là. On déstocke. On déstocke. Si vous saviez ce qu'on trouve, dans les pires affaires. Ce qu'on constate finalement, parce que là, on a parlé d'affaires politiques importantes, dans lesquelles il y avait donc une sorte de compromission au moins morale du système judiciaire dans les affaires politiques, mais on constate aussi, alors là cette fois à un degré beaucoup plus quotidien, que la justice ne va pas bien, que les affaires, comme vous l'avez dit, ne sont pas traitées dans les temps parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais aussi on devine une sorte de gangrène, de corruption à bas bruit du système judiciaire, avec de plus en plus des affaires, notamment mettant en cause des trafiquants de drogue ou des trafiquants de tout genre, où les dossiers sont perdus, où ils sont libérés, parce qu'on a vu que, par exemple, l'un des complices de Mohamed Amra là, avait été libéré parce que voilà, il y a eu un problème, un greffier n'a pas mis la bonne signature, ou je ne sais pas quoi, enfin, toujours des affaires un peu comme ça. On a l'impression que, effectivement, petit à petit, la justice est rongée par j'ai pas envie de dire la corruption, mais c'est ce qui y ressemble en tout cas, c'est le soupçon qu'on peut avoir. C'est de la gangrène. C'est une gangrène qui est très directement liée à l'affaiblissement de l'institution, lié à son manque de matériel, qui se répercute dans tous ses fonctionnements. La durée, le rapport aux enjeux, la dimension de la mission, etc. etc. Bien. Comment voulez-vous demander à une institution de ce type, où il y a des hommes et des femmes, hein, il y a les greffiers, il y a les gardiens de prison, parce que la prison relève du ministère de la Justice. Hein. Cette misère matérielle démoralise. Le terme démoralisation dans toute son acception. C'est-à-dire que beaucoup de magistrats disent « de toute façon, laisse tomber », ou « on n'a pas le temps », ou finissent par s'en foutre, j'en connais plein.
J'en connais plein. Hein, et il suffit de faire une petite enquête chez les avocats qui sont en contact avec eux pour le comprendre. Donc cette démoralisation, elle est dans une forme de fatalisme ou de désinvestissement, mais elle est aussi dans une forme de prise de distance avec la simple morale. Oui, oui. Il y a une forme de gangrène qui est en train de gagner la société. Ça va loin hein, quand on apprend que les narcos demandent à des gens de leur réseau de passer les concours de gardiens de prison. C'est quand même assez vertigineux. Il faut savoir ce qui se passe aussi, ce qui se passe par exemple en Belgique ou en Hollande, hein, dans les ports, hein, qui sont complètement sous la coupe de gangs. Donc oui, il y a une démoralisation qui prend des formes de gangrène et de corruption. Alors, le problème auquel sont confrontés les Français, c'est aussi celui de la politisation de cette institution et de la magistrature qui la compose. Bien, on a parlé bien sûr de Fillon, ils ont fait élire Macron, ils ont matraqué les Gilets jaunes. Avec Marine Le Pen, il tape sur les oppositions à Macron. Hein. Les fameuses 17 perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon disant qu'il était la République sacrée, hein, c'était une opération mais parfaitement évidente, visant à les mettre en difficulté. Bon. Donc, alors, le problème, c'est que cette magistrature, dans son fonctionnement politique, n'obéit pas aux ordres. C'est pas ça. Hein. C'est une connivence avec ce système. C'est une connivence avec ce système. Elle considère qu'elle a un pouvoir moral sur la société, hein, que je vais qualifier une espèce de centre-droit, vaguement centre-gauche. Je dis souvent, par méchanceté pure, ils sont tous abonnés à Télérama et à Libération, hein, mais il y a de ça un petit peu. Alors, faut voir qui ils sont aussi. Faut voir qui ils sont. Bac plus 5, un concours qui n'est pas le plus difficile, 3 ans à l'ENM, vous êtes ensemble, c'est totalement endogamique, vous épousez les magistrats, etc. Et puis au bout de 3 ans, c'est-à-dire à 26 ans, vous sortez avec un permis de juger. Et vous êtes totalement sur les bases de la petite bourgeoisie urbaine. Toutes les études statistiques démontrent bien qu'on a affaire à cette bourgeoisie urbaine, à ces couches moyennes, dans leur partie un peu plus éduquées. Éduquées au sens cursus, hein, cursus scolaire et universitaire. C'est pas cette partie des couches moyennes qui est en train de passer à la trappe et qui est en voie de prolétarisation. Donc celle qu'on avait vue à Nuit debout, par exemple, bon, pour ceux qui ont la référence. Donc, cette magistrature est habitée par les choses à la mode. Elle a une culture de l'excuse très forte parce que, effectivement, elle considère que l'insécurité qui émane du lumpenprolétariat. Le lumpenprolétariat, c'est pas parce qu'ils sont noirs, pas parce qu'ils sont arabes qu'ils sont délinquants, c'est parce que c'est les plus pauvres, c'est tout. C'est comme ça. Et parce qu'ils sont dans des... on a laissé s'organiser une immigration qui n'est pas traitée, qui n'est pas prise en charge. On n'a pas les moyens, tout simplement. Hein. C'est une espèce de point aveugle de la société française. Et donc, la justice, avec de ses faibles moyens, considère qu'ils sont plus victimes qu'acteurs. Donc, quand vous voyez les décisions qui tombent, effectivement, elles sont très sévères. On l'a vu, par exemple, avec les affaires d'apologie du terrorisme, où il y a eu beaucoup de militants, de syndicalistes, etc., ils se sont fait tabasser, comme au moment des Gilets jaunes. Au moment, quand il y a eu les combats où les syndicats étaient présents pour les réformes des retraites, c'était pareil. Répression policière féroce, répression judiciaire féroce. Et donc, la société telle qu'elle est, aujourd'hui, politiquement leur convient. Je ne sais pas comment ils votent aux élections. Il y en a pas mal qui doivent voter Mélenchon, c'est possible. Mais ce système leur convient. Ils sont en connivence avec lui. Sinon, ils ne l'auraient pas fait élire comme ils l'ont fait. Ils n'auraient pas fait élire Macron comme ils l'ont fait élire en 2017. Parce que quand on regarde comment ça s'est passé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble de l'appareil s'est mobilisé. Ils ont été solidaires.
Et quand vous regardez, par exemple, l'attitude des organisations syndicales, il y a deux organisations syndicales, le syndicat de la magistrature, on va dire ce qu'on appelle gauchiste aujourd'hui. Pour moi, le gauchisme, c'était celui de post-68, hein, que j'ai toujours combattu, mais une espèce de gauche woke, vaguement, comment dire, engagée. Et vous avez l'Union syndicale des magistrats. L'Union syndicale des magistrats, eux deux, ils font plus de 60% des voix aux élections. L'Union syndicale des magistrats, c'est le PS. Hein. Donc voilà, et ils prennent des positions permanentes aux élections, surtout le syndicat de la magistrature. Ils vont dans les manifestations, c'est-à-dire qu'ils prennent des positions politiques. Et lorsque vous lisez l'article qui a été écrit et signé par deux dirigeants des deux organisations dont je viens de parler, après le mur des cons, en disant, mais attendez, l'impartialité, mais non, c'est dépassé. Alors j'interprète, hein, mais je l'ai publié dans mon livre, cet article, mais c'était l'ensemble de la magistrature, ou en tout cas l'énorme majorité, qui disait oui, les cons, il y a une forme, y compris d'hostilité. Et quand je parle du rapport et on l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes, du rapport au peuple français, le peuple français pense mal. Donc nous, on va l'obliger à mieux penser, parce que nous, on pense bien, c'est très classique de la petite bourgeoisie urbaine, et on va le punir s'il commet des infractions. Regardez, il y a une chose qui est férocement réprimée en France. C'est tout ce qui pourrait relever de l'autodéfense. C'est-à-dire que si vous assistez à une agression, n'intervenez pas. Quand vous lisez, vous entendez sur CNews, vous lisez dans l'Incorrect ou vous lisez dans ce qui est devenu le journal du dimanche, bon, moi aversion totale pour cette presse-là, mais quand ils viennent dire ceux qui interviennent, ceux qui agissent sont plus punis que ceux qui agressent, ils ont raison. On a vu là très récemment, il y a eu l'affaire, je crois que c'était un restaurateur chinois à Paris, qui s'est fait attaquer, qui s'est défendu avec une bombe au poivre et qui s'est retrouvé devant le juge. Bien sûr, bien sûr. Je dis bombe au poivre, je ne suis même pas sûr d'ailleurs, mais enfin en tout cas, il s'est défendu. Bien sûr. Non, mais c'est véritablement délibéré. Ils ont une... C'est assez étonnant finalement, parce que je vais prendre un exemple qui nous éloigne un petit peu de cette culture de l'excuse, mais qui montre bien comment ils réagissent, y compris avec une forme particulière, je vais utiliser un mot très fort, une forme de lâcheté. Regardez ce qui s'est passé après le 7 octobre 2023, c'est ça, oui. Il y a eu une circulaire de Dupond-Moretti disant apologie du terrorisme, poursuivez. Ils ont poursuivi 700 condamnations. Mais j'ai vu passer des trucs délirants. Mais alors, quelle réforme faudrait-il envisager? Parce que là, on a l'impression qu'on est dans un système qui est coincé. C'est-à-dire que d'un côté, on a une situation sécuritaire qui périclite, comme vous disiez, qui se disloque. La France se disloque à ce point de vue-là. On a donc très au-dessus la classe politique qui finalement bénéficie d'un statu quo institutionnel en quelque sorte. Et au milieu, donc la classe judiciaire, on va l'appeler comme ça, les juges, les magistrats, qui finalement bloquent en quelque sorte le sursaut populaire, par quelque biais que ce soit. Je rappelle que, on en parlait tout à l'heure, mais le syndicat de la magistrature, après, je crois, la condamnation de Marine Le Pen, avait dit, nous, de toute façon, on avait publié une lettre en disant, de toute façon, il est de notre devoir... Ah non, c'était pas ça, c'était au second tour de l'élection présidentielle, je crois, la dernière, il est de notre devoir de bloquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Quoi, voilà. Bon, c'était écrit noir sur blanc. Voilà, quelle est la solution? Il faudrait parvenir au pouvoir, réussir à nettoyer tout ça, à changer les institutions, parce que là, il faudrait un renouvellement entier d'une génération, en quelque sorte. Vous vous rendez compte, déjà, je vais vous répondre là-dessus, la situation dans laquelle on est. Vous êtes revenu sur l'affaire Le Pen. Je rappelle quand même que le premier parti de France, la patronne du premier parti de France, 40% des voix, pas loin, c'est quand même énorme, se voit interdire de se présenter à l'élection, à la mère de toutes les batailles des institutions françaises, à l'élection présidentielle, grâce à une astuce judiciaire mise en place
à cet effet par la Cour de cassation. Je pèse mes mots en le disant. Bon, donc c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Donc, aux États-Unis, tout le monde était totalement sidéré. Alors, naturellement, dans l'opinion publique, parce que les gens n'y connaissent rien, il y a un analphabétisme total, on dit « Ah oui, ben non, s'ils ont le droit ils ont tapé dans la caisse et tout. » C'est pas vrai. C'est pas ce qui s'est produit. Je ne suis pas en train de défendre Marine Le Pen. J'ai expliqué comment et pourquoi elle a été condamnée, mais on est dans cette situation-là parce qu'on a une justice qui est dépourvue de moyens et totalement politisée. Alors, la solution, enfin bon, attention, hein, moi, je vais faire du yaka, faut que vous m'autorisez. Oui, hein. bien sûr, pas, bon. ça ne vaut pas programme politique. Hein. Bien, donc, première chose que je dis, budget. Réforme fondamentale, on multiplie par 10 le budget. 10. Allez, hop. Attendez, oui. Combien on a donné à l'Ukraine, rappelez-moi hein je ne sais plus, c'est beaucoup. Des dizaines de milliards. Vous savez que pour embaucher 1000 magistrats, pas beaucoup. Hein, on a à peine plus de magistrats qu'à la fin du 19e siècle. Il faut le faire. Hein. Bon, donc, il faudrait 100 millions, je crois. Non, on fait un plan de réforme. Naturellement, on s'explique avec l'Union européenne en attendant d'en sortir, hein, parce qu'ils vont venir nous chercher des poux dans la tête sur ceci, sur cela, etc. Bon, première donnée, le budget. Deuxièmement, on réforme la magistrature, on réforme le recrutement de la magistrature, on réforme, c'est-à-dire qu'on sépare radicalement le parquet du siège, parce qu'en France, tous les membres du parquet qui sont l'autorité de poursuite, qui sont sous la direction de l'exécutif, c'est démocratique ça, hein, sont des magistrats comme les juges du siège. Donc ils passent leur temps à faire des allers-retours. C'est insupportable. Interdiction du syndicalisme dans la magistrature du siège. La femme de César ne doit pas être soupçonnée. Hein, c'est l'irréprochabilité dans le... Moi je serais presque partisan de leur supprimer le droit de vote, mais comme il est secret, donc non, je veux qu'il soit... Comme les militaires, quoi. Oui, je veux qu'il soit irréprochable. Irréprochable, hein, qu'ils aient des idées, je comprends, que comme Patrick Cohen, ils aient des idées, mais quand ils sont, n'est-ce pas, M. Cohen, n'est-ce pas, M. Legrand, quand vous êtes dans le service public, vous avez un devoir d'impartialité que vous avez violé devant la France entière, hein, et un devoir de réserve. Je veux un devoir de réserve pour les magistrats qui soit mais drastique. Le premier qui bouge, il dégage. Hein, et vous voulez être candidat aux élections, hein, vous ne revenez jamais. Si vous quittez la magistrature et que vous présentez une élection, on ne vous revoit jamais dans la magistrature. Hein. C'est ce que fait Éric Alphen. Éric Alphen, il a écrit un livre pendant la campagne électorale pour combattre Chirac. Ensuite, il est parti, il a essayé de se faire élire aux élections, il avait été voir Montebourg, il a été voir Hollande, Hollande avait compris que ce n'était pas la peine. Ensuite, il a essayé de se faire élire chez Chevènement, et après, il a essayé de se faire élire chez Macron. Et puis, il a réintégré la magistrature, et comme on l'a mis aux affaires familiales, oh, c'est une sanction politique. Non mais, on rêve. Si elle allait voir tout le monde, quelque part, il est impartial. Oui, c'est parce qu'il était... Enfin bon... Il n'a pas aimé la façon dont je l'avais caricaturé dans mon bouquin, parce que j'avais fait quelques caricatures. Donc, le problème, c'est budget, recrutement, réforme du recrutement. Pourquoi une école? Pourquoi une école? Est-ce que ça existe ailleurs? Il y a des écoles nationales dans les autres pays? Mais vous faites éventuellement comme font les Israéliens et les Britanniques. Alors, les Britanniques, en ce moment, c'est pas la référence, hein, au secours. Mais avant, il y avait une justice qui fonctionnait. Vous prenez les avocats qui ont réussi, vous les payez bien, et ils deviennent juges. Hein. Vous avez... Alors, je ne suis pas partisan de l'élection, hein, mais bon, c'est une autre histoire. Mais... l'université, ben, ils ont des cursus, oui. À la fac, vous prenez le cursus, profession judiciaire, etc. Puis vous passez un concours, hein, pour être recruté avec grand oral. Et puis après, vous faites des stages. Vous restez pendant 2-3 ans en juridiction avant d'avoir le permis de juger. Bon, cette école qui est devenue un ghetto,
un ghetto endogamique, je pense que c'est mauvais. Ils arrivent dans la société, ils n'ont aucune expérience sociale. Aucune. Ils détestent par définition, en général, on va dire que j'accuse, bah oui, je prends mes responsabilités, ils n'aiment pas les couches populaires. Il suffit de voir comment ils les ont traités au moment des Gilets jaunes. C'était extraordinaire. Extraordinaire, cette aversion. Je me rappelle de ce procureur de Nîmes disant « Ah, plus le gilet est jaune, moins la matière est grise ». Vous savez, au XIXe siècle, lorsque la République, au fur et à mesure des élections partielles, après la proclamation le 4 septembre 1870 sur la place de l'Hôtel de Ville, c'était une chambre monarchique, hein, puis au fur et à mesure, la République s'est installée. La troisième, elle s'est installée. Ils en ont eu un peu marre de la justice et des magistrats qui étaient complètement soumis soit au Second Empire, soit monarchistes. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont supprimé pendant 6 mois l'inamovibilité. Ils en ont foutu 1000 dehors. Donc, je ne serais pas ennemi d'une procédure de ce type. Moi, je veux pas. Il y a des gens très respectables. J'ai connu des magistrats qui étaient vraiment bien, qui étaient des gens qui avaient une certaine idée de leur mission, qui étaient des bons juristes. Ça, c'est un peu disparu. Hein. Et donc, oui, mais je pense qu'il serait souhaitable de remettre de l'ordre dedans. Et une des façons de remettre de l'ordre, ce serait de recruter rapidement 1000 magistrats par échevinage. C'est-à-dire, on fait venir des gens d'autres métiers. D'autres métiers, des professeurs, des gradés de gendarmerie. J'ai connu, il y a longtemps, un juge de tribunal de simple police, et par conséquent de tribunal d'instance, ça n'existe plus comme ça maintenant, mais bon, peu importe. Et c'était les infractions de tous les jours, les contraventions, et puis les affaires de voisinage. Et c'était un retraité qui était arrivé au grade de colonel à la retraite de la gendarmerie. Il était formidable. Il était formidable, d'abord parce qu'il avait une exigence, et il y tenait, et en même temps une expérience humaine, il avait une façon... Alors attention, hein, c'était la personnalité aussi, mais je ne dis pas que tous les gendarmes feraient des bons magistrats, j'en sais rien. Mais il faudrait qu'il y ait un brassage. Des chefs d'entreprise, oui. Voilà, que ce soit possible. Le système des avocats au-delà de 40 ans, comme font les Britanniques ou comme font les Israéliens. Alors peut-être ailleurs ça se fait aussi, je ne sais pas. Donc quelque chose de cette nature. Donc voilà, bon, je saupoudre de quelques mesures, mais la première entre toutes, ce serait de dire ça suffit, terminé. Voilà un chèque, et maintenant mettez-vous au boulot. Et on va vous surveiller. Et on va surveiller la façon dont vous l'effectuez. On va arrêter d'être tétanisé parce que c'est vous qui tenez le manche, c'est vous qui avez le pouvoir. Hein. On va arrêter de supporter vos foucades, de supporter vos organisations syndicales qui appellent à voter pour tel ou tel candidat. Enfin, je veux dire, c'est une hérésie totale. Même dans les pays dits illibéraux, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors moi, je suis attaché, puisque moi je suis issu de cette matrice institutionnelle, de la démocratie représentative. Oui, séparation des pouvoirs, absolument. Et le juge, c'est l'arbitre. Bien, merci. Merci beaucoup, Régis de Castelnau, pour cet entretien long, passionnant, fourni, avec en tout cas sur la fin vraiment des notes d'espoir, puisqu'on espère que quelqu'un un jour se saisira de vos idées, qui me semblent effectivement être à la fois de bon sens et je pense que les gens partagent un peu cette vue sur la magistrature et la façon dont il faudrait la réformer. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous aider en nous abonnant à notre chaîne, en aimant cette vidéo évidemment, en la relayant, en la partageant abondamment, en la commentant également. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien dans Franc Parler.